Voilà, on est à Port-Camargue, on est en train de charger toute la logistique pour notre départ qui aura lieu dimanche matin. Tu crois qu'il y aura assez? On peut pour combien de mois là? Il reste tout le pain à aller chercher. Tiens, merci à Michel et c'est une passe. Là on a vraiment des choses intéressantes pour la navigation. Il y en a encore une là. Bon, on la prendra après. C'est une farine ça. Ouais. Et ce soir on peut faire des crêpes pour tout le... Là, ça va être intéressant, des bananes séchées, des abricots, on a tout un tas d'amandes, des pistaches, des mélanges comme ça, étudiants bio, énergie, ça va être assez intéressant. Jeff, c'est bon? Ça va y aller? Allez, c'est bon. On est parti. Et on a posé l'action. Allez-y, récupérer une corde, le mettre sur un bout. Ouais, ok, ça va. Donc là on est ici là sur le petit triangle rouge qu'on voit. Voilà, ici, et on va venir s'arrêter au port de là. Enfin, là, ici. Voilà. On va venir faire une petite pause ici. Et on voit la station service. Voilà. On a un chandelier qui était défectueux, on l'a réparé. Merci. Merci Mélidor pour les savonnettes, parce que du coup on s'en sert pour se laver, pour laver nos mains et faire notre petite lessive. Il y en a s'ils doivent faire ça, ils vont jamais y croire. À la propolis, super bon. On change le disjoncteur, il est pas assez puissant. On fait disjoncter la pompe locale. Alors, il est lourd le gros ou quoi? Ah, il est plus long que Jérém. Un petit peu plus long que Jérém, pas beaucoup. Jeff! Regarde si ça fait. J'ai pas mes lunettes. Jeff! J'ai pas mes lunettes. Non. Ouais, ça filme. C'est bon? Je te jure que j'étais pas fière du tout. Ah, tu veux y retourner ou pas?
Ça bosse? Pas encore, je me réveille. Audrey, comment ça se passe? Ça se passe. Tout doucement? Tout doucement, ouais. Allez, on tient bon. Bah oui, non mais c'est bon. Bon, on est en bon paysage. Voilà. Là, ben, aujourd'hui, on avance. Il n'y a pas trop d'air. Voilà. Il y a 7 nœuds de vent et on avance. On a mis un petit peu le moteur pour céder. On avance à 7 nœuds, 6. Voilà. Pauline qui est en train de réviser. Ça va, Pauline, ça révise? Ouais. Regarde, je pense que la Méditerranée, on va faire des raids. On a notre ami Jérôme, il a disparu, je trouve. Il dort là-bas, Ah. ça fait plaisir. Il révise aussi, mais lui, alors on a Jérôme qui est en train de réviser. Bon, il a une position un peu spéciale. Hein. C'est la position du chasseur. Chasseur-cueilleur. Ah, chasseur-cueilleur. Qu'est-ce que tu vas cueillir aujourd'hui? Des algues. Alors on a mis le split. Tu fais quoi manger? Voilà, je vais faire quelques bourgs déjà. Et puis ensuite, on va faire quelques petites tomates qui sont au frigo. Et puis on va voir, on va agrémenter avec deux produits qui nous ont été donnés là. Ouais, on va voir. Petit. On a un petit peu de casse, on a des pluies de renvoi d'AGV du delta de Beaume. C'est normal qu'il y ait toujours un petit peu de casse comme ça sur les bateaux en mer. Ouais, apparemment c'est normal. Donc, mais ça nous occupe, tu vois, il y a une américaine, donc on peut bricoler tranquille. Du mat. On est un peu dans une zone un peu sensible là, tu peux nous expliquer là? Ouais, on est dans une zone de pêche où il y a pas mal de chaluts, donc il faut faire attention à pas trop les croiser, surtout que c'est des navires qui vont pas très vite, donc en général quand ils ont leur cap, derrière ils le gardent un bon moment par rapport à ceux qui vont plus vite, là, quand on a pu croiser les ferries, ça drop, on arrive à anticiper un peu leur direction, donc là c'est un peu compliqué. Donc là entre autres j'en ai un qui est face à nous là depuis un petit moment, donc là on a été obligé de prendre de l'angle parce qu'apparemment ils évitent pas trop. Jeff sur l'autre quart il est obligé de reprendre la barre manuellement pour s'écarter, donc on va essayer justement d'anticiper ça quoi. Derrière j'en ai un deuxième qui à un moment il était face à nous, là il vient de tourner, donc c'est un peu ouais, faut faire gaffe quand même. Voilà. Merci Flofo, à toutes. Allez.
passe? Alors on est tombé la poulie, le câble qui s'est coincé. Faut me tenir ça là, il y en a qui me tiennent ça. C'est bien de tendre les deux pareil. Ouais, qui a la même tension de chaque côté. Donc Pauline, tu es la médiatrice scientifique de l'expédition Méditerranée Ceinture de Feu et tu vas t'occuper du volet plus pédagogique, éducation à la science de la mer, et tu nous viens de l'Institut marin du Siquarium. Donc au programme de cette expédition, notamment pour toi, et puis tu nous as aussi formé plusieurs types d'observations, l'observation des déchets et puis l'observation de la faune et de la flore. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment va se passer cette partie d'observation? Alors du coup l'idée c'est en navigation à chaque fois, d'être vigilant, de porter une attention très particulière sur l'ensemble du plan d'eau et d'observer tout animaux, oiseaux ou pélagiques qui sortirait le bout de son nez sur la mer. Ça permet d'alimenter une base de données scientifiques qui va remonter au Muséum d'Histoire Naturelle et qui ensuite est analysée. Ce sont des données finalement de sciences citoyennes, tout le monde peut apporter ces données. N'importe quel plaisancier peut signaler les observations qu'il aura faites en navigation. Alors dans les faits, comment est-ce que ça se passe? C'est une observation qui est organisée ou on observe comme ça à la volée? Alors on peut observer à la volée, nous on a choisi quand même le protocole expert avec une vraie expertise, donc c'est une vigilance d'une certaine durée, avec on note également la trajectoire et le temps écoulé, et on va pouvoir aussi signaler correctement toutes les espèces. On en a la certitude puisque nous on sait les reconnaître. Un plaisancier qui ne sait pas peut faire de la donnée opportuniste sans connaître l'espèce, et ce sera les scientifiques avec une photo qui pourront justement lui apprendre ce qu'il a vu. Donc c'est à tout l'intérêt d'avoir un spécialiste à bord pour reconnaître les espèces. Et puis j'ai vu que dans tes bagages tu avais amené un filet qui s'appelait le filet manta, donc pour récupérer du plancton, du plastique. C'est un fil à plancton exactement qui va être flottant, qu'on va pouvoir tirer derrière le bateau à vitesse réduite pendant un certain temps. Ça va nous permettre de collecter tout le plancton, phytoplancton, zooplancton, et certainement en mélange, on le sait, des petites particules de microplastique. C'est ça qu'on va essayer d'observer à chaque escale, de voir si quelle est la proportion éventuelle de présence de microplastique au sein du plancton, qui est quand même la base de la chaîne alimentaire de tous les animaux marins. D'accord. Donc là, on va reprendre notre protocole de repérage des déchets plastiques. Il nous reste 20 minutes. C'est ça. On rattaque? On rattaque. Alors aujourd'hui on a vu quelques oiseaux, mais on a vu pas mal de déchets, notamment on a vu 7 ou 8 caisses là, de polystyrène, des grosses caisses comme ça, dérivées, qui ont dû être perdues par un autre bateau. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'événement de la matinée. Audrey, on arrive à Stromboli. Ouais. Alors historiquement on appelle ce volcan, cette île, le phare de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce volcan? C'est un volcan très célèbre, même chez les volcanologues, puisque ça fait au moins depuis le 8e siècle qu'il est en éruption, d'où son surnom, parce que le soir on voit très souvent du rougeoiement au sommet, ce qui permet de guider les bateaux. C'est un volcan qui fait à peu près 900 mètres de haut et qui produit plusieurs types d'éruptions. Et il a aussi la caractéristique de pouvoir provoquer des tsunamis. On voit derrière nous, il y a une grande zone très plate, très pentue, noire, qui s'appelle la Chiara del Fuoco, qu'on pourrait traduire un peu vulgairement par toboggan de feu. Et en fait, quasiment tous les produits des éruptions du Stromboli se déversent là. Et si c'est des gros volumes qui atteignent la mer, eh bien, il y a un risque de tsunami assez important. Audrey, aujourd'hui on est sur les pentes du Stromboli. Ouais. Un endroit particulier que tu nous as choisi, qui est vraiment représentatif de ce volcan, c'est la Chiara del Fuoco.
Alors pourquoi ici? Alors pourquoi ici? Déjà, c'est le seul endroit où on a une très belle vue des cratères, puisqu'on n'a pas le droit de monter au sommet en ce moment. Et ensuite parce que ce qu'on a devant nous, donc la Sierra del Foco, qu'on pourrait traduire par descente de feu ou cicatrice de feu, c'est dans cette partie-là que se concentrent quasiment tous les produits qui sont émis par le Stromboli. C'est une partie qui a été construite après plusieurs effondrements de flancs, donc il faut imaginer que toute cette partie-là, à un moment donné, s'est effondrée dans la mer. Et depuis, eh bien, ça constitue une partie un peu fragilisée dans laquelle se déversent tous les produits. Donc ça veut dire les coulées de lave, les coulées pyroclastiques en cas d'explosion un peu plus importante, les blocs. On a vu tout à l'heure un bloc tomber et aller jusque dans la mer. Donc c'est un endroit vraiment très caractéristique du Stromboli. Là, on voit en fait, il y a toute une zone interdite à la navigation. Bon là, il y a un petit bateau qui est en plein milieu de la zone. Oui, il y a toujours quelqu'un comme ça. Et donc oui, les blocs peuvent descendre vraiment vite fort et aller loin en fait. Ouais, tout à fait. Hier, le bloc qu'on a vu n'était pas non plus si gros que ça et il a déjà fait un bel impact et une petite vague derrière. Donc on peut très facilement imaginer qu'un gros volume de coulées de lave ou de coulées pyroclastiques peut engendrer carrément un tsunami en fait sur les côtes de l'île, voire même sur les côtes campaniennes en face, comme ça a été le cas au Moyen-Âge. Donc sur ce type de volcan, en fin de compte, on en reparlera, mais il y a plusieurs grandes familles de volcans. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'éjecta, en fait, de matière qui sort du volcan? Alors ici, c'est un petit peu varié. On a des choses qui vont du très fin jusqu'au très gros. Souvent, il y aura des petits lapillis, donc c'est des choses comme ça, de la poussière avec des roches très fines, voire un petit peu plus grosses. Ça, c'est vraiment les lapillis caractéristiques. Ça peut aller jusqu'aux blocs ici, qui sont décimétriques, voire même plus, qui peuvent faire plusieurs tonnes. Et puis après, les différents types de roches, quand il y a des éruptions un peu caractéristiques du Stromboli, les fameuses éruptions stromboliennes, ça éjecte des blocs en général de lave qui peuvent être à peu près de cette taille-là et on voit qu'ils sont très alvéolés. Donc ça montre bien que c'est un magma qui est très dégazé. Il y a très peu de... Ça ressemble un peu à la pierre ponce. Oui, alors celle-ci est très lourde, donc du coup non, mais celle-ci oui, est beaucoup plus légère. Et je sais pas, on n'a pas d'eau à portée de main, mais on pourrait voir si elle flotte. Donc celle-ci ressemble tout à fait à une pierre ponce basaltique. Donc ça serait une pierre c'est un magma en fait qui est rempli d'air. C'est un magma dans lequel il y a énormément de gaz effectivement et le Stromboli donc est caractérisé par le fait que ces petites bulles de gaz dans le magma, dans le conduit, elles s'agglomèrent et elles forment une grosse bulle. Et c'est déjà arrivé que des images de drones ou d'hélicoptères montrent qu'avant une explosion, on a vraiment une grosse bulle qui arrive au sommet et qui se décomprime à l'air libre et donc donne ces explosions. Donc ça donne typiquement des roches assez légères comme ça ou alors un peu plus lourdes si elles sont plus denses quoi, mais avec quand même des petites alvéoles qui montrent qu'il y avait bien du gaz qui était là. Et puis la dernière qu'on a ici, ça c'est une roche, on voit qu'elle est un petit peu moins alvéolée, même s'il reste quand même quelques alvéoles, elle est très lourde. Et ça je pense que c'est un morceau de coulée de lave en fait, puisque c'est aussi une des possibilités d'émission du Stromboli. Donc on n'a plus qu'à redescendre pour voir si la pierre flotte. On va aller essayer, allez. Alors là on est devant un beau bloc qui a été éjecté par le volcan et l'avantage c'est qu'il est bien poli ici, donc on voit bien tous les petits minéraux qui sont dans cette roche. Ça c'est un beau basalte hein. Et toutes ces petites, ça forme un peu un aspect pailleté et ça c'est des micas, des minéraux qui sont caractéristiques des roches volcaniques et qui font que la roche brille un peu au soleil, donc c'est très sympa. Et ceux qui sont un peu plus blancs sont les plagioclases. Ça c'est vraiment les deux familles de cristaux qu'on a le plus dans les roches volcaniques. J'ai dit plagioclase, c'est un peu du jargon, c'est un feldspath quoi. Ah alors, est-ce que... Depuis ce matin, on l'entend souvent faire des petits grondements comme ça. Je pense que c'est plutôt associé à des petits effondrements de cratères, comme on voyait hier depuis le bateau, qui font ces petits panaches un peu plus cendreux. Et là, on voit un petit peu des émissions. Alors, c'est un peu jaune, c'est du soufre. C'est du soufre, ouais, tout à fait. C'est des fumerolles qui sortent d'un beau dépôt de soufre jaune qu'on voit même d'ici. En parlant de soufre, on va aller sur l'Etna. Je crois que c'est un des volcans qui produit le plus de soufre au monde. Oui, c'est même celui qui produit le plus, effectivement, plusieurs centaines de kilotonnes
par an, donc c'est le plus gros émetteur de soufre mondial. Ouais. Pour l'expédition, on a prévu d'aller faire 3 observations différentes de 3 volcans différents. Le Stromboli aujourd'hui, ensuite on va partir sur Vulcano et terminer sur l'Etna. Est-ce qu'on a affaire aux 3 mêmes types de volcans? Alors bon, c'est toujours difficile de mettre des volcans dans des cases, mais globalement il y a 2 grandes familles de volcans, les volcans effusifs et le Stromboli en est un, c'est-à-dire des volcans qui vont faire des coulées de lave, des petites explosions de lave, ce genre de choses. Mais bon, ça lui arrive aussi de faire des choses un peu plus explosives, et c'est l'autre grande famille de volcans, les volcans explosifs qui eux vont produire beaucoup plus de quantité de matériel en un instant quasiment, et faire par exemple des grandes colonnes de cendres, etc. Donc le Stromboli serait plutôt effusif, même si de temps en temps il fait un peu d'explosif. Vulcano serait plutôt explosif. Et l'Etna, lui, c'est vraiment le volcan couteau suisse. Il est capable de à peu près tout. Est-ce que ces volcans rentrent aussi dans la famille des stratovolcans? Oui, tout à fait. Les 3, Stromboli, Vulcano et l'Etna, sont des stratovolcans, c'est-à-dire des volcans qui sont construits par empilement de produits éjectés successifs. Donc ça peut être des coulées de lave, comme c'est le cas ici, ou des couches de cendres qui sont consolidées et sont empilées les unes sur les autres. C'est un peu le pendant de notre bon calcaire jurassien. Oui, tout à fait, c'est ça. Il faut être patient et attendre que les choses s'empilent, tout à fait. Et c'est par opposition aux volcans boucliers, qui sont des volcans qui se construisent par étalement. Donc ils sont en général, on les compare souvent aux œufs au plat en fait. Donc ça peut être par exemple le piton de la Fournaise ou le Kilauea à Hawaï. Ou à Naples. Le Vésuve est plutôt un stratovolcan et les Champflégréens, alors le supervolcan qui est à côté de Naples, là c'est encore un cas un peu particulier, c'est des calderas, donc il n'y a vraiment pas vraiment de relief en fait qui ressort comme un volcan petit comme celui-là. Donc Audrey, là on est sur les pentes de Vulcano. Oui. Et puis on s'est approché, d'en bas on voyait un peu des taches jaunes. Donc là on s'en est approché, on s'aperçoit qu'il y a plein de cristaux. Ouais, tout à fait. C'est des très très beaux cristaux de soufre. Et puis une fumerole très active, hein. On entend carrément le dégazage. Donc là ce qui sort c'est du soufre, H2S. Principalement du soufre, ouais, on sent bien cette odeur d'œuf pourri qui nous a suivis un petit peu pendant toute l'ascension. C'est un des gaz principaux émis par les volcans. Le premier c'est la vapeur d'eau, ensuite le dioxyde de carbone, mais celui qu'on sent et qui est le plus marquant c'est vraiment l'H2S. Ouais. Faut pas trop rester dedans du coup. Non, pas trop. Donc on va vite partir. Allez, on y va. Bon, Elodie, ce matin, nous avons croisé des dauphins. Oui. On a eu de la chance. C'était exceptionnel. C'est assez rare en mer ionienne d'en croiser parce que les fonds sont très peu profonds et du coup on peut croiser quelques dauphins bleus et blancs côtiers, mais c'est assez rare. On en croise beaucoup plus dans le reste de la Méditerranée. Là on a vu 3 petits dauphins qui jouaient dans les vagues, qui étaient à l'entrave. C'est souvent là qu'on les trouve. C'est plus facile de les voir le matin ou en fin d'après-midi. C'est leur moment favori pour se montrer. Alors là, c'était des dauphins communs de Méditerranée, c'est ça? Ça, c'était des bleus et blancs, non, c'était pas des dauphins communs. Les dauphins bleus et blancs, c'est ceux qu'on rencontre le plus facilement, peu importe dans la Méditerranée. Ce sont les plus communs, même s'ils ne sont pas les dauphins communs. On les confond souvent parce que les dauphins communs et les dauphins bleus et blancs font à peu près la même taille. Par contre, on peut les différencier parce que les bleus et blancs ont des sortes de flamèches blanches sur leur ventre, alors que les dauphins communs sera plutôt une sorte de ligne beige. Voilà. Nous avons fait une plongée sur l'île du Cyclope, donc on n'est pas très loin de Catane, d'accord, oui, on est sur une réserve naturelle. Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes? Ah, il y avait une faune extrêmement riche, on a vu beaucoup de bancs de girelles, on a eu la chance de voir une murène et aussi une grande nacre. C'est assez rare en Méditerranée, elles sont très protégées. C'est l'une des 5 espèces qui sont les plus protégées en Méditerranée. Donc ça c'était vraiment exceptionnel. On n'a pas retrouvé les fonds un peu noirs qu'on avait pu voir à Stromboli, mais par contre il y avait une richesse marine vraiment folle, plein de girelles, de sabres, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu beaucoup de gorgones, on a vu aussi des vers, vraiment une faune exceptionnelle et qu'on sent
en un même endroit, on s'en est pris plein les yeux. Qu'est-ce que ça a donné cette plongée? Super bien passé. On a vu plein de poissons, une faune marine extrêmement riche. Moi j'ai même vu quelques espèces que je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de prendre le petit guide et de les identifier. On a vu des petites nacres de Méditerranée qui sont protégées, donc ça c'était top. Et je vous raconterai la suite juste après. Allez, je me partie de l'eau. Ok. Bon alors, ces échantillons, on les a récupérés? Oui, c'est bon, on les a tenus. À la force des bras des équipiers qui m'ont accompagné. Et on arrive sur le bateau, sain et sauf, avec un échantillon toujours en vie. Il va falloir reverser dans le petit flacon. Voilà, c'était impressionnant là, avec un petit bateau à rame. Oui, puis je m'attendais pas à ce que la mer se lève autant. Une petite pluie ça va, une grosse tempête ça devient un peu bouillant. Questa cosa di mutua logistica qui, tutti va bene per noi. Combien de personnes à bord? On est 7. 7 persone sulla barcavella. Ok sir, do you request any